Bonjour et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Loïc Chéniaud. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Loïc Chéniaud, philosophe, président de l'Institut Homme Total. Vous étiez venu nous présenter deux ouvrages déjà pour une souveraineté intégrale et Continuons la France. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre thèse de doctorat, Michel Clouscar, genèse et structure du néo-capitalisme, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors ce sociologue français, Michel Clouscar, dont les travaux sont restés assez confidentiels, il faut le dire. Pourquoi vous êtes penché sur son œuvre ? Alors, ça fait de nombreuses années que je me suis intéressé à Michel Clouscar, puisque c'était déjà le cas lorsque j'étais au lycée, il y a maintenant plus de 15 ans. Ce qui m'a interpellé très tôt, justement, chez Clouscar, c'est sa critique, notamment connue, du capitalisme de la séduction, et notamment de tous les phénomènes contemporains qui en résultent, à commencer par une analyse très précise des systèmes d'objets, de pratiques, c'est-à-dire que Clouscar a une approche très différente des sociologues consensuels, on va dire, parce qu'il s'intéresse aux blue jeans, au jazz, au rock, au jukebox de son époque, à la guitare électrique, et il essaie de comprendre comment est-ce que ces objets qui apparaissent tout à fait ordinaires dans la vie de tout à chacun, en réalité révèlent quelque chose de structure sociale et historique bien particulière. Alors c'est ça qui m'a intéressé, et puis j'ai assez vite découvert que malgré une capacité conceptuelle assez importante et des travaux relativement riches, c'était un auteur qui avait été mis à la marge. Et le fait qu'il ait été mis à la marge m'a beaucoup questionné, puisque on peut le présenter effectivement comme le communiste que lui-même, tel que lui-même se le qualifiait. Néanmoins, il a été très à la marge de la gauche et lui-même qualifié, par exemple, Louis Althusser d'ennemi public numéro 1. Donc, il y avait matière à questionner un certain nombre de choses, je pense. Et j'ai découvert, au travers de ce travail, et au travers de ma lecture de Clouscar, un travail épistémologique, c'est-à-dire comment comprendre justement ici en l'occurrence l'histoire et ses mécanismes, qui m'est apparu comme extrêmement riche et utile, non seulement pour comprendre la séquence qu'analyse Clouscar, c'est-à-dire, disons-le, la séquence qui va en gros de mai 68 au début des années 2000, mais aussi et surtout, c'est ça qui m'intéresse, comprendre aussi l'actualité, le présent, à partir de cette méthode-là, quand bien même on serait en désaccord politique avec Clouscar, ce qui peut être en partie mon cas d'ailleurs aussi. Donc Clouscar, homme de gauche, mis à la marge justement par cette gauche-là ? Mise à la marge par l'intelligentsia de gauche, je dirais, et notamment les figures de proue de celle-ci dans la deuxième partie du XXe siècle en France et qui vont s'exporter d'ailleurs aux États-Unis. C'est la French Theory, mais aussi Jean-Paul Sartre, je le disais, Louis Althusser, Claude Lévi-Strauss et tant d'autres, Jacques Lacan, etc., dont je fais état dans cette thèse, encore une fois de manière très minutieuse, méthodique et rigoureuse, puisque c'est une thèse en philosophie, c'est pas simplement un essai. Et il est mis à la marge, effectivement, parce que assez incompris. Finalement, on assiste à une gauche qui nous dit il faut abolir les médiations sociales, les institutions, là où le socialisme originel dont pouvait se réclamer Clouscar avait édifié un ensemble d'institutions en espérant qu'on puisse construire du commun et que les classes populaires qui avaient été exploitées, reléguées au second rang, eh bien, puissent se retrouver, se reconstituer comme un collectif. Finalement, la gauche a dit non, il faut exploiter le désir, il faut mettre à mal les barrières institutionnelles. Et ce que montre Clouscar, c'est qu'en réalité, en libérant le désir, on n'a absolument pas libéré la totalité de la population et les classes populaires. Au contraire, on les a davantage aliénés et on a validé la mise en place d'une nouvelle forme du capitalisme qu'il appelle le néo-capitalisme. Alors vous ne reprenez pas toute l'œuvre, toute l'idéologie, si on peut parler comme ça, de Clouscar à votre compte. Vous pointez un certain nombre de limites dans sa pensée, notamment politique. Alors quelles sont-elles ? Alors, disons-le, encore une fois, de toute façon, l'œuvre de Clouscar n'est pas, à proprement parler, d'abord une œuvre politique, au sens où il n'établirait pas un programme politique, et c'est en ça aussi que son œuvre est intéressante et méconnue. L'œuvre de Clouscar, c'est d'abord, je le disais, une œuvre épistémologique, à commencer par sa thèse de doctorat, qui est L'être et le code, qui est un ouvrage peu lu, peu lisible en réalité aussi pour le grand public, il faut bien le dire, mais qui vraiment développe une approche historique et sociale de compréhension de la manière dont nos subjectivités, c'est-à-dire nos imaginaires, nos représentations, se construisent et se façonnent à travers l'histoire. Et donc la part politique de l'œuvre de Clouscar, elle demeure relativement minimale. Elle apparaît effectivement
très légèrement dans les dégâts de la pratique libérale, davantage dans La Bête sauvage ou Les métamorphoses de la lutte des classes, mais elle se compose en quelques éléments très rapides. Et surtout, Kloskar nous dit, pour qu'advienne le socialisme autogestionnaire auquel lui croyait, eh bien, il faudrait un État de paix, un État dans lequel la production soit collective et où finalement la démocratie soit élargie. J'ai envie de dire, le fait est que le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on ne vit pas véritablement dans un monde en paix, c'est le moins qu'on puisse dire, que la démocratie, notamment en France, ne s'est certainement pas élargie ces dernières années. Et quant à la production, elle a été totalement liquidée, elle ne tient plus au sein justement de main d'une classe salariale, mais au contraire, elle est totalement ubérisée. Donc il faut repenser, je pense, les catégories que nous propose Kloskar. Et il faut voir aussi que Kloskar reste, par bien des aspects, dans une forme de messianisme politique, d'espérance, quelque part, en un grand soir, même s'il ne prend plus la forme classique de la révolution socialiste. Et je pense que là encore, il y a des critiques qu'on peut émettre. Mais moi, ce que je retiens fondamentalement de Kloskar, encore une fois, c'est la matrice générale et le cœur de son œuvre, c'est-à-dire le travail méthodologique, épistémologique et la manière du coup de comprendre, encore une fois, le mouvement historique. C'est ça qui m'importe. Alors, intellectuellement, Kloskar est l'héritier de Hegel et de Marx. Vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, ce philosophe allemand qui a, on le sait, influencé Lénine pour sa révolution bolchevique. Alors, j'en entends déjà qui hurleront et qui vous diront « Mais comment vous reprenez les travaux de Marx, il a influencé Lénine dans sa révolution bolchevique avec ses millions de morts liés à son idéologie communiste. » Alors déjà, je pense qu'à ce titre-là, il y a une confusion en termes de niveau d'analyse, bien entendu, parce que ce que Hegel, le premier, mais Marx aussi, font, c'est simplement développer un certain nombre d'analyses, de concepts, etc., qui n'ont pas vocation à être d'abord des programmes politiques, et encore moins à avoir des formes, on va dire, performatives, c'est-à-dire que ce qu'ils disent n'ont pas d'implication directe dans le réel. Donc c'est leur prêter beaucoup, et je dirais dans un premier temps qu'à ce titre-là, on devrait sinon condamner Locke pour les guerres coloniales. On devrait d'autant plus, dans le monde dans lequel on évolue, condamner Emmanuel Kant pour les bombardements humanitaires. Enfin, c'est un ensemble de raccourcis qui vont un peu vite de la même manière. On devrait d'autant plus condamner, au regard des dégâts que peut causer le libéralisme, les théories d'Adam Smith. Donc, en fait, on n'en finit pas. Ça, d'après moi, c'est la première chose. Ensuite, la continuité, encore une fois, Hegel, Marx, Lénine notamment, elle ne va pas forcément de soi. Il est vrai, effectivement, que Lénine fait un travail, d'ailleurs, relativement rigoureux sur le plan théorique, contrairement à ce qu'on peut en retenir ou en dire, parce que c'est assez peu étudié au regard de ce qu'il a laissé comme trace dans l'histoire, qui passe au premier plan. Et il a une traduction particulière, à un moment donné particulier, dans un pays, lui aussi tout à fait singulier, qui prend une certaine forme, d'un héritage qu'on peut ou non revendiquer. Ce n'est pas spécialement ce que fait Kloskar, d'ailleurs, puisqu'il critique abondamment une certaine forme de marxisme-léninisme dogmatique, et j'en parle beaucoup dans le livre. Pour moi, voilà, ici, on a un certain nombre de raccourcis qui seraient malvenu de faire, et au contraire, je pense que Kloskar, en homme intelligent, n'a pas réduit Marx, et au contraire, comme je l'expliquais précédemment à propos de Kloskar par rapport au travail qui a été le mien, Kloskar aborde Hegel. Il dit d'ailleurs que sa philosophie est d'abord une refondation philosophique hegelienne. Donc il est presque davantage hegelien par certains aspects, mais il aborde l'œuvre de Hegel et de Marx, non pas de manière dogmatique, pas comme un marxologue qui fait du commentaire de texte à non plus finir, comme on en connaît beaucoup sur Marx, mais en réalité, il l'aborde en tirant de la méthode proposée par Marx des éléments nouveaux qu'il vient réactualiser pour comprendre la société dans laquelle il se trouve. C'est ça, à mon avis, qui est intéressant. Kloskar a bien analysé, vous le disiez tout à l'heure, les mutations du capitalisme tel qu'il s'est développé après mai 68 dans cet ouvrage, essai publié en 81, Le capitalisme de la séduction, un capitalisme, dit-il, qui instrumentalise les désirs pour transformer les individus en consommateurs, le tout sous une apparence de liberté individuelle. Justement, cette instrumentalisation, comment elle se met en place ? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la convergence de deux moments. C'est la convergence finalement objective, comme je le signale à plusieurs reprises, d'une droite du profit et d'une gauche des loisirs, où finalement, alors que le capitalisme a besoin d'ouvrir des nouveaux marchés, c'est-à-dire qu'on passe d'un capitalisme d'antan que Kloskar qualifie d'ailleurs de capitalisme à papa, c'est-à-dire celui de l'austérité, celui de la rigueur, celui... Le capitalisme industriel et familial. Exactement, voilà, celui qui est très bien décrit d'ailleurs par Max Weber, c'est-à-dire un capitalisme très
très puritain parce que protestant, par bien des aspects, en tout cas dans sa manière de se mettre en place. Et on évolue effectivement vers un capitalisme qui a besoin, pour continuer à générer du profit, d'accéder à des nouveaux marchés. Et là, la gauche, alors, va rendre un très grand service, malgré elle, au mode de production capitaliste, puisqu'elle va expliquer, encore une fois, qu'il faut abaisser, je le disais, les médiations, les institutions, tout ce qui composait les structures familiales, les structures scolaires, les structures institutionnelles de manière générale, venir les abolir afin, effectivement, de libérer le désir au nom d'un progrès qui serait possible pour tous. Et donc, on retrouve là le sens même du syntagme clouscardien, si employé et parfois à mauvais escient, du libéralisme libertaire. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons la conjonction objective entre le libéralisme politique qui a besoin de se renouveler et une forme libertaire davantage prêtée à la gauche qui vient permettre tout ça. C'est-à-dire que dans le même temps, alors qu'on prétend que c'est la liberté qui est ouverte, aujourd'hui on pourrait le dire, voilà, il y a une liberté sexuelle qui peut être vendue, mais elle est très vite encadrée par l'industrie pornographique, par les applications de rencontres, etc. C'est-à-dire que finalement, le capital y trouve son compte et trouve des nouveaux marchés à exploiter. C'est ça que Kloskar essaie d'illustrer, notamment dans le capitalisme de la séduction. Alors il met aussi en exergue cette droite du profit, cette gauche des loisirs qu'on nous présente comme antagoniste et qu'il justement révèle comme s'emboîtant parfaitement pour former un tout. Et lui, il parle ici, dans ce libéralisme libertaire, de néofascisme. Alors effectivement, un néofascisme au sens où précisément la manière dont le capitalisme va dorénavant régner à partir de la séquence qu'il est en train de décrire, et notamment en gros, disons, à partir de mai 68 pour aller vite, va s'établir sous un aspect nouveau qui est celui qui annonce qu'il faut profiter, vivre pleinement, etc. C'est-à-dire qu'on a un nouveau système d'intégration. Encore une fois, la libération sexuelle est au cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut profiter. Mais en réalité, ce que dit Kloskar, selon la formule célèbre qui lui est prêtée, qui est extraite justement de néofascisme et idéologie du désir, tout est permis mais rien n'est possible. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous dit que tout va être permis et qu'on va pouvoir avoir la vie dont on rêvait, mais en réalité, tout n'est pas possible parce que la liberté sexuelle, c'est une chose, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas la question, nous dit Kloskar, encore une fois, il n'est pas sur ce terrain-là. Ce qu'il dit en réalité, c'est que c'est une idéologie qui se prétend de gauche, mais d'abord et avant tout petite bourgeoise, au sens où pour pouvoir bénéficier de cette liberté sexuelle, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut un réseau, et que c'est pas l'ouvrier qui est en train de faire les 3-8 et qui peut-être finalement a été contraint de se marier parce qu'il avait mis enceinte la personne avec laquelle il vivait et que les normes sociales qui en faisaient dépendre la contraint à se marier, à devoir aller travailler, qui va en bénéficier. En réalité, c'est une toute petite minorité, encore une fois, qui va étendre cette idée-là à l'ensemble des classes. Voilà, exactement. Comme structure de domination, comme il la présente. Exactement. Il présente ça comme une structure de domination en expliquant, et c'est tout le cœur, encore une fois, de sa thèse L'être et le code, c'est-à-dire de dire, il y a un code, le code ici c'est le langage, c'est le discours que cette classe dominante porte sur le réel et auquel elle consent elle-même, puisque ça lui paraît tout à fait légitime, qu'elle porte sur les conditions matérielles d'existence. Oui. Et donc finalement, elle vient légitimer ces pratiques-là. Or, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, comme je le disais, c'est que pour les classes populaires, c'est pas une émancipation, au contraire, ça va créer de l'atomisation et beaucoup d'isolement. C'est-à-dire qu'en fait, puisque vous n'arrivez pas à vous intégrer selon les nouvelles normes qui sont celles où vous devez, encore une fois, profiter, jouir sans entrave. En fait, vous êtes un loser dans cette société-là. Vous êtes une petite merde en réalité. Vous êtes quelqu'un qui est regardé comme incapable de s'intégrer. Et si vous respectez en plus de ça des normes beaucoup plus traditionnelles, etc., eh bien vous êtes déconsidéré puisque les formes d'intégration nouvelles, comme je le dis souvent, en fait, ce sont les écoles de commerce. C'est-à-dire que finalement, c'est le fait d'être tout. Et on revoit la logique droite du profit, encore une fois, gauche du loisir. C'est-à-dire que finalement, vous êtes en polo, mocassin, à parler de compétitivité sur des tableaux Excel toute la journée. Et puis le soir, c'est les beuveries, la drogue, le chemsex, pourquoi pas, etc. En fait, vous avez toute cette logique qui se concentre ici et qui expose totalement cette société-là avec les vainqueurs, ceux de la Startup Nation, et puis les losers, ceux qui ne sont rien, dont Macron parlait justement très bien. Voilà ce que décrit déjà Kloskar dès les années 70. Ce libéralisme libertaire qu'il résume ainsi, la droite gouverne l'économie, la gauche légitime les mœurs. Exactement. Et en plein dedans. La droite, elle vous dit, encore une fois, érigée au sens du concept, on n'est pas ici dans l'échiquier politique traditionnel, c'est-à-dire ce qui se cache derrière la logique de droite libérale économique classique, elle organise, elle structure la semaine de travail, et puis la gauche, en fait, organise les loisirs, le week-end, c'est-à-dire que là où autrefois... Il y avait bien un ministère des temps libres sous Mitterrand. Oui, tout à fait. Et là où en fait, autrefois, le dimanche, par exemple, était
une journée dans laquelle on pouvait soit aller à la messe, soit aller à la pêche, par exemple, si on était plus laïque, disons, voire parfois les deux, eh bien, deviennent des temps qui sont totalement accaparés, encore une fois, par le mode de production, qui vous invite plutôt à aller pousser un caddie, ce qui est le lot de beaucoup de familles des classes populaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, le samedi ou le dimanche, puisque dorénavant, les magasins sont aussi ouverts le dimanche, puisque, comme le suggérait très bien Jean-Claude Michet d'ailleurs, dimanche est devenu, dans le monde libéral, mange-dit, c'est-à-dire un jour comme les autres, où finalement, dorénavant, eh bien, tout doit être effacé, où les rythmes collectifs, les modes de vie collectifs, eh bien, sont abandonnés à des principes totalement atomisés et individuels, où la soi-disant liberté individuelle doit primer sur tout le reste. Donc c'est au nom des libertés individuelles, au nom de l'émancipation, encore une fois, qu'on nous vend cette société-là qui, en réalité, aliène plus que jamais les individus, puisque, je termine rapidement, les gens ne se sont jamais véritablement battus. Moi, je ne connais pas grand monde qui se sont battus en étant chez eux le dimanche en se disant c'est dommage quand même que j'aille pas travailler le dimanche et qu'en plus de ça, mes loisirs soient pas organisés indépendamment de tel que j'aimerais le passer avec ma famille, avec mes amis, etc. C'est très étonnant. Et donc, on nous a vendu que c'était pourtant une grande liberté et qu'on ne pouvait pas empêcher les gens d'aller travailler le dimanche. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une déstructuration totale des rythmes sociaux et une dépendance et une déchéance anthropologique énorme. Alors Kluskar, excusez-moi, explique bien que certaines dérives, certaines attaques contre la famille, contre l'ordre symbolique révèlent des pathologies culturelles. Qu'est-ce qu'on peut relever, qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic de cette société qui se dessine et qui montre ces attaques contre l'ordre symbolique? Eh bien, en fait, alors, Kluskar ne parle pas lui-même de pathologie culturelle, c'est plutôt effectivement une métaphore que j'emploie moi pour exprimer les idées qu'il propose ici. Effectivement, c'est-à-dire qu'il dresse un diagnostic en montrant que, et notamment, encore une fois, le socialisme avait vocation à l'origine à reconstruire du commun. En réalité, la gauche a promu tout le contraire. La gauche française de la deuxième partie du XXe siècle, comme on l'a signalé précédemment, a promu la fin des médiations et de ces institutions-là. Et donc, en fait, ça a produit, armé encore une fois, dans cette dialectique, comme on le signalait, entre la droite et la gauche n'est pas la seule responsable, il y a une alliance objective évidente, ça a permis une déstructuration anthropologique, c'est-à-dire qui va jusqu'à toucher la subjectivité des individus, leur manière de penser, leur manière d'être au monde. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible politiquement de faire peuple. On ne fait pas peuple, encore une fois, avec des individus qui n'ont en commun que l'indifférence qu'ils se portent les uns aux autres, en ne connaissant même pas leurs voisins de palier la plupart du temps. Et donc, parler aujourd'hui d'une politique à échelle nationale, d'une refonte politique, de la reprise en main de la souveraineté, etc., à laquelle je suis évidemment favorable, c'est une chose, mais c'en est une autre que de considérer qu'il y a ou non un peuple qui est en mesure justement de s'emparer de ça. Aujourd'hui, les gens ne sont plus en mesure de faire peuple parce que la destruction anthropologique a été telle, et le nombrilisme est tel, et l'isolement surtout est tel, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de peuple, et donc cette destruction anthropologique, elle se voit, je pense, à peu près partout. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement de fond, dites-vous, vers toujours plus d'individualisme dans la société? Est-ce qu'il y a une idéologie qui sous-tend tout cela ? C'est celle du capitalisme ? Cette idéologie, effectivement, elle est encore une fois, le matériel que déploie Kluskar, c'est de dire qu'effectivement, c'est une logique capitaliste qui s'étend depuis déjà le début du XIXe siècle. Kluskar va parler de plusieurs états comme des moments de développement du capitalisme et de son code. Il va notamment nous dire que le premier temps de ce moment-là, au début du XIXe siècle, c'est le temps romantique que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'en fait, la bourgeoisie romantique va prétendre s'extraire de ce monde industriel. C'est-à-dire, en fait, c'est un monde qui est un peu sale, donc ils vont rejouer la carte écologique qu'on connaît d'ailleurs aujourd'hui encore chez la bourgeoisie, c'est-à-dire on s'extrait du monde et de la société. Puis il va y avoir un deuxième temps qui est le temps du romanesque, c'est-à-dire l'apparition du roman. Là, on va vendre, c'est les épopées qui sont d'ailleurs, je ne porte pas un jugement littéraire sur la chose. J'exprime justement et je réponds à votre question sur la manière dont les choses se mettent en place et s'instituent dans la société. On va avoir des romans, les romans de Stendhal, la comédie humaine de Balzac, etc., qui vont faire l'apologie quelque part du self-made man, de l'individu qui parvient. C'est les ouvrages de Marivaux, etc. C'est le paysan parvenu. C'est celui qui, par l'entremise d'ailleurs la plupart du temps d'une forme de mondanité, voire des femmes parfois, eh bien parvient dans cette nouvelle société. Père Goriot. Voilà. Et puis il y a le moment du positivisme, c'est-à-dire là que Kluskar nous dit, c'est le moment du calcul, c'est le désenchantement du monde weberien, c'est-à-dire que finalement on voit bien que tout n'est pas merveilleux dans cette nouvelle société, mais que eh bien on va devoir s'adapter. C'est le moment pragmatique. Et donc tout ça se met en place et constitue encore une fois une matrice, un code qui vient légitimer l'ordre en place
et qui vient faire que on consent à l'idée d'après laquelle, de nouveau, comme je le disais, l'aboutissement de ça dans le néo-capitalisme, c'est profite, d'accord? Le seul discours qu'on a à tendre aux nouvelles générations depuis un demi-siècle, c'est plus profite de tes jeunes années où tu es en forme physiquement, en forme intellectuellement, où tu as moins de responsabilités, notamment souvent familiales, pour te construire, t'épanouir et construire quelque chose de fort. Mais non, au contraire, encore une fois, c'est profite. Profite, ça veut dire quoi la plupart du temps? Ça veut dire drogue-toi, couche à tout va, fais n'importe quoi, défonce-toi, c'est pas le carpe etc. diem d'autrefois. Du tout. Donc là, on est absolument, au contraire, dans une instantanéité, effectivement, qui ne relève absolument plus du collectif. Là où, justement, encore une fois, la pensée même rousseauiste, et à laquelle adhère pleinement Kluskar par opposition justement à Sartre, nous disait il n'y a d'émancipation individuelle que par l'entremise du collectif. Et l'entremise du collectif, ça veut dire quoi? C'était pas l'oppression bolchevique, c'était simplement reconnaître les institutions, c'est-à-dire, comme le dit Rousseau dans le contrat social, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et qu'on se donne collectivement. Cette dérive institutionnelle, vous l'expliquez comme étant celle d'une dérive qui va de la République comme une forme politique enracinée dans une histoire, un peuple, vers ce que vous appelez, ce que Kluskar appelle aussi le républicanisme. Le républicanisme, qu'est-ce que c'est finalement? Alors la distinction, j'en avais d'ailleurs parlé quand j'étais venu pour mon dernier livre ici, entre la République et le républicanisme, c'est-à-dire que la République, encore une fois, elle a vocation, là on retrouve encore une fois les schémas rousseauistes, elle a vocation à l'incarnation des individus. Je prends souvent pour exemple le fait qu'à l'école, par exemple, il n'a jamais existé d'uniforme. Les élèves avaient simplement une blouse qui venait couvrir leurs vêtements parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de vêtements et qu'encore une fois, on était dans une période où il y avait un respect pour la chose et où apparaître déglingué avec des jeans troués, c'était pas classe, c'était pas un système d'intégration qui faisait sens et les parents n'appréciaient pas beaucoup de devoir racheter des vêtements. Donc en fait, il y avait juste une blouse. Par contre, il y avait un principe déterminant, c'était la manière qu'on avait de s'asseoir et de se tenir droit parce que c'était la posture qu'on occupait dans la société qui devait venir gommer les inégalités sociales. Ça avait beaucoup de sens. La République, du coup, à l'origine, et la République romaine déjà de laquelle on puise ces informations-là, eh bien, c'était incarner véritablement quelque chose et élever quelque chose. C'est reste de l'aristocratie? Tout à fait, une forme, voilà, une forme aristocratique au bon sens du terme, c'est-à-dire on élève les meilleurs, ceux qui effectivement s'avèrent dans cette société-là être les plus représentatifs de ce que doit être un corps social. Il s'agissait de faire corps, en réalité, de fonder cette unité. Tandis que le républicanisme, quelque part, qui évidemment s'est emparé très tôt de la République en France et s'est conjointement mêlé à tout ça, eh bien, si on reprend l'exemple de l'école, son objectif, ça a d'abord été le déracinement, le retrait culturel, l'abolition effectivement des empreintes sociales et des marqueurs familiaux, etc. Et donc en réalité, le républicanisme, c'est une idéologie qui, comme je le signalais dans Continuons la France dans mon essai, en réalité vise à réduire la France à n'être qu'un ensemble de discours et de valeurs sur le monde, potentiellement universalisables, tellement universalisables qu'en réalité, d'un, personne n'en veut, mais de deux, surtout, en réalité, efface la France dans sa singularité, puisque si la France, ce n'est plus qu'un ensemble de valeurs qui seraient valables pour tout le monde, alors la France n'est plus rien, et donc elle disparaît. Et donc, en réalité, d'État, plus d'église, plus de famille. Plus rien du tout. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'en appelle, moi, et ce sera justement l'objet de mon prochain livre, à une refondation anthropologique, c'est-à-dire à la reconstitution de ces médiations, des institutions nécessaires pour pouvoir de nouveau faire peuple, puisqu'encore une fois, j'estime que, pour reprendre un terme qui revient régulièrement dans les débats actuels, dans nos milieux notamment, le Frexit, c'est une chose, mais avec quel peuple on va refonder, encore une fois, une France où, encore une fois, le désordre anthropologique a été tel que plus personne n'a envie de se constituer comme corps social en réalité, où il y a une ambition politique qui peut un temps être commune, mais quelle forme elle va prendre, puisque les hommes dont on dispose aujourd'hui ne sont pas les hommes dont on a pu disposer un temps, notamment par exemple je pense à une séquence comme la Libération, où là effectivement il y a une conquête de territoire, il y a eu un travail commun, le travail d'un corps social, celui dont René Char nous disait qu'il avait été un trésor malgré tout durant ces périodes de guerre, parce qu'on s'était reconnus les uns les autres dans une forme de fraternité, dans la résistance, etc. Il y avait quelque chose qui s'était construit. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la jeunesse de France se reconnaisse au travers de pratiques communes, et les pratiques communes qu'elle peut avoir sont des pratiques en réalité individualisées et désynchronisées. Le porno, Netflix, Uber, etc. Qui sont le propre, justement, j'en parle du technoféodalisme aussi. Exactement, et terminons avec ce pourquoi vous militez, Loïc Chéniaud, à savoir un socialisme national, loin du socialisme des petits jouisseurs et de la mondanité. Dites-vous à quoi ressemblerait cette France socialiste et conservatrice, comme vous l'appelez de vos voeux?
Alors, en tout cas, j'ai malheureusement pas non plus, moi, le pouvoir performatif de faire en sorte qu'elle advienne telle qu'elle. Ce que je dis, en tout cas, effectivement, et on en a beaucoup parlé là, et je vous en remercie, c'est qu'il y a une refondation anthropologique qui est absolument nécessaire, et que cette refondation anthropologique, d'après moi, elle doit passer par une forme de conservatisme, c'est-à-dire le conservatisme qui a du sens vis-à-vis des structurations, on en a parlé, familiales, de transmission, culturelle, etc. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, revenir à la France d'antan. Moi, je ne crois pas au fait qu'on puisse reproduire le passé. À aucun moment dans l'histoire, on a reproduit le passé. Mais en tout cas, recréer ces médiations. Donc ne pas tomber à la fois dans le piège, on va dire réactionnaire classique, à la Louis de Bonald, c'est-à-dire il y aurait un corps social fixe, figé et qui serait le seul valable, mais considérer en revanche, contrairement à une certaine gauche, que le corps social lui est décisif et qu'on doit reconstruire ces médiations-là. Ça, c'est la première chose. Et que donc sur ce volet-là, il y a une forme de conservatisme à adopter, un conservatisme qui demeure en mouvement. Et que pour le reste, effectivement, une forme de socialisme. On peut l'appeler différemment si ça fait peur aux gens, je m'en moque. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas laisser au marché comme on le fait actuellement, et comme on voit tous les problèmes que ça pose et que ça a posé récemment avec les crises nouvelles, par exemple les secteurs de la santé, les secteurs de la transmission, de la culture, on ne peut pas laisser au marché le simple loisir d'être dirigé par les GAFAM que sont Uber, Google, Amazon, etc., et qui en réalité nous dépossèdent d'ailleurs collectivement. C'est-à-dire qu'on a très peur du communisme avec le couteau entre les dents, alors qu'en réalité, on est en train de perdre toute forme de propriété. J'étais venu ici même, encore une fois, défendre l'idée que le socialisme pouvait être la défense de la propriété privée, mais par contre, l'abolition d'une propriété privée des moyens de production, c'est ce que je défends toujours ici. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui méritent d'être socialisées, c'est-à-dire en fait mis en commun et décidées en commun, tout simplement. Et d'autres qui méritent d'être conservées, tout simplement. Et c'est simplement ça que je propose pour lutter, effectivement, contre le véritable ennemi techno-féodal, qui est un ennemi qui, en réalité, est en train de nous déposséder jusqu'à même nos logements, chose qui, même dans, on va dire, même chez Pol Pot, n'existait pas, en réalité. Et je ne suis pas Pol Potien, qu'on soit bien d'accord. Gauche du travail, droite des valeurs, peut-être qu'on peut résumer votre travail ainsi, Loïc Chéniaud. Le titre de votre ouvrage, Michel Clouscar, Genèse et structure du néo-capitalisme, une somme très intéressante, c'est votre thèse de doctorat. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci beaucoup.